10 meno 10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. Andiamo ad avvicinarci per cercare di capire, di capire meglio. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta e l'onorevole Moro è stato rapito. Moro, come ho detto, è stato rapito. Finora non si hanno tracce dei rapitori. Sul posto si sono recati immediatamente il ministro dell'Interno Cossiga e il capo della polizia Parlato. Roma è già stretta in uno stato d'assedio nella speranza che i rapitori non riescano ad allontanarsi. À 10 h du matin, le 16 mars 1978, le groupe terroriste le plus puissant d'Italie, les Brigades Rouges, revendique l'enlèvement d'Aldo Moro. Commence alors une immense chasse à l'homme qui va durer 55 jours. Depuis des années, les Brigades Rouges planifiaient ce kidnapping. L'organisation a déjà perpétré plusieurs dizaines d'attentats sanglants, l'enlèvement d'Aldo Moro est leur coup d'éclat. Aldo Moro n'est pas sorti de Rome. Il est séquestré au cœur de la ville, via Montalcini, dans le quartier résidentiel et populaire de la Magliana. Moro est enfermé dans un réduit, spécialement aménagé dans un appartement acheté par les terroristes 2 ans plus tôt. Un réduit insonorisé et dissimulé derrière une bibliothèque. Dans leur premier communiqué, les Brigades Rouges annoncent, dans leur jargon idéologique, qu'Aldo Moro est détenu dans la prison du peuple pour y être jugé par un tribunal populaire. Ils ont bouclé toute la ville, pensant qu'on allait faire des allers-retours. Au contraire, la ville, dans notre logique de guérilla urbaine, c'est notre champ de bataille, la zone franche, le lieu qui te protège. Nous avions fait le choix de nous fondre dans la ville. Depuis la fin des années 60, l'Italie est plongée dans le chaos. La rue est devenue le terrain de violents affrontements entre l'extrême gauche, l'extrême droite et les forces de l'ordre. Pas un mois ne se passe sans qu'une manifestation ne dégénère ou qu'un attentat ne soit perpétré. Les groupes les plus violents entrent en clandestinité et s'organisent pour la guérilla. L'État italien semble impuissant. On les a appelés les années de plomb parce que ça a tiré du plomb. C'était une escalade de la violence, avec le terrorisme des Brigades Rouges, comme au niveau de la subversion à droite. Ça a commencé par tirer dans les jambes, puis tirer pour tuer, ensuite séquestrer pour interroger, pour finalement séquestrer pour tuer. Le terrorisme a agi comme le napalm sur les luttes sociales. À cette époque, il y avait des luttes ouvrières et des luttes étudiantes très virulentes. Avec l'arrivée du terrorisme, tout a été mis en suspens, comme stoppé net. Pour être un peu provocateur, le terrorisme qui voulait vaincre l'État impérialiste a eu l'effet inverse. L'État s'est considérablement renforcé et ce fut un véritable coup porté à la démocratie. Moro, lui, sa grande vertu, c'était d'être un grand homme politique. De la trempe de ceux qui sont convaincus que l'on peut tout affronter et résoudre grâce à la politique. Qu'il n'y avait aucun conflit, aussi violent soit-il, qu'on ne puisse résoudre sans ce qu'il appelait l'intelligence des événements. Il s'agissait de comprendre l'histoire, la réalité et les motivations de chacun, car il y a toujours une part de vérité en chacun de nous. Assicurarsi che forze nuove non restino precluse, ma siano poste in condizioni di assumere in qualche modo esse stesse la responsabilità per la vita pubblica del nostro paese. À 62 ans, Aldo Moro est l'homme politique le plus influent d'Italie. Né en 1916,
Il est entré à la démocratie chrétienne au sortir de la guerre. Il a un parcours politique exemplaire. Député, puis en 1948, il devient sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, son domaine de prédilection. Il devient ministre de la Justice en 1955. Entre 1963 et 1976, il conduit les affaires du pays à la tête de 5 gouvernements. Il voyageait beaucoup, mais peu importe où il se trouvait, il nous envoyait toujours une carte postale pour nous donner de ses nouvelles. Puis il nous appelait au moins une fois par jour à la maison pour savoir comment nous allions. Il terminait toujours son coup de fil en nous disant « Je vous fais confiance, n'oubliez pas de bien fermer le gaz ce soir ». En 1978, l'Italie traversait une période de crise économique et politique profonde. Comme l'expliquait Aldo Moro, les élections de 1976 avaient donné 2 vainqueurs. Le Parti communiste avait fait un véritable bond en avant. Avec 7% de votes en plus, il était arrivé à 34% des suffrages. La démocratie chrétienne, elle, s'était maintenue, mais devait composer avec les partis minoritaires. Pourtant, aucun gouvernement n'était possible sans un accord entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne. L'objectif final du Parti communiste était de rompre avec cette discrimination politique de principe. Nous devions le faire à travers un dialogue fort avec les composantes plus à gauche, si l'on peut dire, plus démocratiques et plus ouvertes de la démocratie chrétienne, et parvenir à un accord pour gouverner avec ce parti. Moro imagine une solution politique révolutionnaire, l'impensable pour l'époque, un compromis historique, une alliance avec le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale, le Parti communiste italien d'Enrico Berlinguer, qui prend ses distances par rapport à l'Union soviétique. Moro, Berlinguer, ou la rencontre de 2 rêves, participer à un même gouvernement. C'était un moment particulièrement difficile pour lui. Il était conscient du danger que représentait sa politique, qu'il courait des risques. Il était plutôt permissif avec nous, mais cette fois-ci, il avait exigé que nous ayons tous un garde du corps. Donc Moro ambitionnait de faire tomber la barrière qui opposait depuis les premières décennies de la République le monde catholique, le monde démocrate et le Parti communiste. Il voulait arriver avec beaucoup de prudence, à expérimenter, à mettre en place un accord entre les partis démocrates, guidés par la démocratie chrétienne, et le Parti communiste. Dans l'imagination collective, l'idée même qu'un parti de gouvernement puisse s'ouvrir au PC était considérée par une bonne partie du pays comme un scandale, un blasphème. L'impensable. Les Brigades rouges l'accomplissent à leur façon. En enlevant Moro, ils frappent l'État au cœur. Brigade Terrosse. Le groupe terroriste revendique des centaines de soldats et des milliers de militants. Une petite armée décidée à détruire l'État italien. Moro entre leurs mains, ils ouvrent l'une des pages les plus sombres de l'Italie contemporaine. Un enlèvement dont l'onde de choc se propage à travers le monde, qui suit pendant des semaines cet événement. La nouveauté, c'était de s'attaquer à un élément clé de la démocratie chrétienne. D'ailleurs, les Brigades rouges préparaient depuis déjà 2 ans l'enlèvement d'une personnalité politique. Aldo Moro faisait partie d'une liste de plusieurs noms que les terroristes avaient retenus. Les Brigades rouges avaient aussi étudié la possibilité de séquestrer Giulio Andreotti et Fanfani. Ils ont finalement choisi Moro car c'était la cible la plus facile d'un point de vue de logistique militaire.
Il ne circulait pas en voiture blindée, il avait des itinéraires plus habituels. Moro était plus facile à kidnapper qu'Andreotti ou Fanfani. Moro avait déclaré que la démocratie chrétienne était sur la voie de la rénovation. Nous avions analysé sa volonté de rénover comme étant celle de pérenniser l'existence du parti politique le plus important, une façon de maintenir la puissance d'un État que nous combattions. Un État qui, pour nous, était au service des intérêts économiques des multinationales. Le 16 mars 1978, Aldo Moro se rend à la Chambre des députés croyant vivre un jour historique. Le Parti communiste doit voter aux côtés de la démocratie chrétienne. Mais ce sont les Brigades rouges qui font l'histoire. Les terroristes ont choisi ce jour-là pour frapper. Ce matin-là, j'étais sur le point de sortir de la maison pour rejoindre Aldo Moro, avec qui j'avais rendez-vous à l'entrée du Parlement. Nous devions aussi accompagner quelques élèves à qui nous avions promis d'assister à la formation de ce nouveau gouvernement du 16 mars. À ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil du chef de la police qui m'a demandé de le rejoindre sur les lieux du drame. À cet instant, j'ai clairement compris que s'ouvrait un futur complètement différent de celui qu'on avait cherché à construire. Cette sensation hallucinée que j'ai ressentie, on l'a retrouvée aussi dans la rue, dans les yeux des gens qui avaient appris la nouvelle. Ils se répandaient dans les rues avec une certitude qu'ils ne voulaient pas admettre. La confirmation d'une nouvelle qui nous laissait tous perplexes, sans voix. Ce climat a duré pendant toute la durée des 55 jours du rapt de Moro. C'était quelque chose d'inimaginable, de féroce, de triste, tout ce qu'on pouvait imaginer de pire. Le choc de la nouvelle cède rapidement le pas à la formation d'un gouvernement démocrate chrétien, soutenu par tous les partis. Une ligne dure est adoptée, pas de négociation avec les terroristes. Si è dichiarata guerra allo Stato, ma lo Stato democratico risponde con dichiarazioni di guerra. Ma se nessuno può proteggere noi con le nostre leggi possiamo proteggere tutti e questo è il nostro dovere, legislatori. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique à notre bureau. C'était un brigadiste, le fameux Morucci, l'un des 5 membres du commando. Il m'a demandé et quasiment ordonné de me rendre sur la place du Largo Argentina, près de l'église Sant'Andrea della Valle. À l'époque, il y avait là un kiosque à journaux. Et derrière ce kiosque, on avait laissé une enveloppe jaune qui contenait 3 lettres. L'une m'était adressée, l'autre était pour le ministre Cossiga, et la dernière à l'attention de l'épouse d'Aldo Moro. L'ouverture de cette enveloppe nous a donné de l'espoir. Ces lettres nous ont remplis de joie. Elles nous ont indiqué que Moro prenait son destin en main. Il confirmait entre les lignes qu'il pouvait y avoir une possibilité de négociation avec les Brigades rouges. Pour nous, il était fondamental de poser le problème de l'échange. Nous avons un prisonnier qui est des vôtres, vous détenez des hommes à nous. Et comme dans toute situation de guerre, on souhaitait arriver à un échange de prisonniers. C'était notre objectif. Faire libérer nos compagnons même si les chances étaient minces. En fait, il s'agissait surtout pour nous d'obtenir de cette manière un statut politique, la reconnaissance de notre combat. Notre première requête fut donc la libération de 13 personnes. Simultanément s'ouvre à Turin le premier procès des Brigades rouges. Y sont notamment jugés les 2 premiers chefs historiques du mouvement,
Renato Curcio et Alberto Franceschini, arrêtés 4 ans plus tôt, ainsi que 11 autres prévenus. Dans notre logique de fermeté, il y avait d'abord une position de principe. On ne traite pas avec les terroristes car ils avaient déclaré une véritable guerre à l'État démocratique. L'ouverture d'une négociation, compte tenu de la position du PC à l'époque, supposait la reconnaissance du terrorisme comme force politique. Une force politique qui traitait d'égal à égal avec l'Italie. Cela aurait ouvert la voie à une légalisation de ce mouvement terroriste. Chose impossible de notre point de vue. On ne s'attendait pas à un front aussi compact et aussi dur. Nous avons été très naïfs, car le Parti communiste avait tout à gagner en maintenant cette ligne de fermeté. La démocratie chrétienne restait quant à elle bloquée sur ces déclarations de non-négociation qu'elle avait faites dès l'annonce de l'enlèvement. Francesco Cossiga est le monsieur sécurité de la démocratie chrétienne. C'est aussi un ami d'Aldo Moro. Dans ce gouvernement de guerre, il devient ministre de l'Intérieur. Dès les premiers jours, il crée une cellule spéciale regroupant les services secrets, des policiers, des experts et des hommes politiques. Cossiga et Andreotti, le chef du gouvernement, prennent ensemble toutes les décisions concernant l'affaire Moro. L'une de leurs premières est de faire appel aux États-Unis. Jimmy Carter, le président à l'époque, avait pris une directive qui interdisait à toutes ces agences de renseignement de collaborer avec tout pays étranger en cas de terrorisme, sauf si les intérêts vitaux des États-Unis étaient menacés. Les autorités anticipent l'inquiétude des Américains. Moro est détenteur de secrets d'État. Il faut l'aider à sortir vivant de cette prise d'otage. Les États-Unis conseillent à Cossiga un expert, un spécialiste de la négociation et des actions psychologiques. Dès son arrivée en Italie, il intègre la cellule de crise. Je ne connaissais rien. Pire, toutes les informations de mon briefing de départ venaient littéralement du magazine Time. Quand je suis arrivé en Italie, le chef de l'antenne locale de la CIA n'avait aucune information supplémentaire à me fournir. Il a fallu que je mette mes connaissances à jour. C'est ce qu'a fait Cossiga. Il m'a dit, on n'a aucun moyen de traiter cette crise, nous n'avons ni stratégie ni système opérationnel. Moi, j'avais besoin d'assimiler toutes ces informations pour mettre en place ma stratégie. Cossiga m'a dit qu'il avait des problèmes avec ses services secrets, que les forces de police étaient inefficaces et évidemment aucune trace des terroristes. Il craignait que l'État ne soit déstabilisé. Ce pays était en train de partir à la dérive, de s'écrouler. Cet enlèvement pouvait provoquer un effet domino sur d'autres pays. Les États-Unis ont des intérêts stratégiques en Italie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays abrite l'une des plus importantes bases de l'OTAN. Les Américains et leurs alliés y ont même créé une structure du nom de Gladio, le glaive, un secret d'État. Gladio a pour objet de mener une guerre secrète contre le communisme, tout particulièrement en Italie. Et contrairement à ce que disent les gens, il n'est pas venu ici pour nous dire de ne pas négocier. Et il nous a dit que nous avions commis une grave erreur en disant que nous ne traiterions jamais avec les terroristes. Même si cela avait été effectivement notre décision finale, nous ne devions pas le dire, car on se faisait piéger. Nous devions tenir compte du fait qu'une fausse négociation pouvait être un moyen de les arrêter. 3 jours après son enlèvement, les Brigades Rouges déposent à Rome dans un lieu public un premier communiqué. Une photo y est jointe. Elle montre le président de la démocratie chrétienne devant le drapeau du mouvement terroriste. Cette première preuve qu'il est toujours en vie, la famille Moro la découvre en une de tous les quotidiens.
Ce sont des photos terribles pour ceux qui le connaissent bien. Le voir comme ça, la chemise ouverte, le maillot de corps apparent, une chose qu'il n'aurait jamais supportée en temps normal. Il était plutôt du genre à aller à la plage en costume-cravate. Mais son regard montre une grande patience, un visage interrogateur. Il se demandait où il avait bien pu atterrir. J'y vois aussi de la tristesse. Mais je le vois lui, pas quelqu'un d'autre. Éprouvé, certes, mais c'est bien lui, avec un regard qui nous dit qu'il prend son mal en patience. La traque continue. Les forces de police multiplient les perquisitions et les arrestations. Des millions d'Italiens sont contrôlés. Mais l'enquête piétine. Pendant ce temps, reclus dans sa cellule de Via Montalcini, l'otage est interrogé quotidiennement par des brigadistes. Persuadé que le pays est asservi politiquement et économiquement, il cherche à lui faire avouer que des liens existeraient entre l'État italien et les multinationales. Les camarades qui ont interrogé Moro s'attendaient à ce qu'il leur confirme ce qu'ils imaginaient au sujet de l'État italien. La confirmation qu'il existait un État impérialiste des multinationales, que les États-Unis étaient le cerveau derrière cette vaste restructuration mondiale. La conferma che la trilateral era il cervello di questa ristrutturazione mondiale e invece En fait, Moro parlait d'une réalité beaucoup plus complexe et moins facilement déchiffrable. Si bien que les camarades se sont très vite sentis bernés. E quindi I compagni che ci riferivano quello che lui andava dicendo ovviamente erano molto scontenti. Il disait que Moro faisait exprès de ne pas répondre aux questions, qu'il cherchait à leur faire perdre du temps, ou plutôt à en gagner. Notre chef Moretti ne parvenait pas à faire plier Moro. Selon lui, les réponses de Moro étaient en partie vraies. Seulement en partie. La réalité était beaucoup plus complexe, mais pour un brigadiste, c'était incompréhensible. Pour nous, la réalité était beaucoup plus schématique. Il y avait des causes et des effets, cause et effet. La complexité, les intrigues, les recoupements, les contradictions, nous ne pouvions pas comprendre. Après quelques jours, l'interrogatoire a cessé et Moro a commencé à écrire pour son compte. Il n'a pas cherché à convaincre, à nous convaincre, car il avait compris que nous ne voulions en aucun cas le tuer. Il savait que son interlocuteur était désormais l'État et plus les Brigades Rouges. Les seules activités autorisées par les geôliers de Moro, la lecture des journaux, l'écoute de la radio et surtout l'écriture de lettres. Pendant ces 55 jours de captivité, Aldo Moro en écrit des dizaines, destinées à ses proches et à ses amis politiques. Toutes ne leur parviennent pas. Les Brigades Rouges n'envoient que celles qui peuvent servir leur cause et les plus intimes d'entre elles. Sa principale activité fut d'écrire des lettres. À travers elles, il tentait de faire évoluer les positions de ses amis politiques qui s'enlisaient. Il cherchait une issue. Il ne le faisait pas tant pour sauver sa propre vie, mais surtout parce que c'était sa conception logique de l'État. Pour lui, un État ne devait pas se mettre au-dessus de la vie des citoyens, au contraire. L'État était d'abord un État social qui privilégiait la vie humaine avant tout. Je suis soumis à un procès politique difficile. N'est-il pas possible de donner à la question que pose mon cas, en faisant preuve de réalisme, l'unique solution positive, qui serait d'aménager les conditions d'une libération de prisonniers? Le refus de céder peut sembler plus approprié. Cependant, faire une concession est non seulement plus juste, mais aussi plus utile politiquement.
Ainsi que je l'ai rappelé, c'est de cette manière civilisée que se comportent bien des États. Si l'issue devait être différente, c'est que vous l'aurez voulu. Et les conséquences inévitables retomberont sur le parti et les personnes. Je tiens à préciser que mes paroles sont prononcées en pleine lucidité. À la vérité, je me sens un peu abandonné par vous. Que le Très-Haut vous illumine, et vite, il le faut. Salutations affectueuses, Aldo Moro. Ce sont des tentatives de Moro pour faire passer un message, faire comprendre ce qu'il fallait faire pour le libérer. Au début, quelques-uns de ses amis ont sous-entendu qu'il était atteint du syndrome de Stockholm. Mais ceux qui avaient signé le document qui sous-entendait cela ont revu leur position avant qu'il ne soit tué, en disant qu'il s'était trompé et que les lettres étaient bien authentiques. Les réactions officielles immédiates à ces lettres ont été de dire qu'il était devenu fou, atteint du syndrome de Stockholm. Il n'était plus lui-même. Dans le cas où Moro aurait fait des déclarations compromettantes sur des hommes politiques, les autorités avaient même déjà prévu des psychiatres et des experts qui pouvaient dire que tout ce qu'écrivait Moro était faux, inventé pour sauver sa peau et pour faire plaisir aux Brigades Rouges. Voire même que ces lettres étaient issues de l'esprit diabolique des brigadistes et ne correspondaient en rien à la réalité. C'est moi qui ai lancé cette idée. C'est moi qui ai écrit le paragraphe qui disait que les lettres de Moro n'étaient pas authentiques. J'en ai souffert. Et il me reste quelques stigmates sur la peau. C'est moi qui ai dit que les lettres n'étaient pas moralement authentiques. Pendant que toute la société italienne retient son souffle, communistes et démocrates chrétiens opposent un mur du refus aux ravisseurs. Aldo Moro, lui, continue de faire de la politique. Le président de la démocratie chrétienne encourage l'idée d'un échange de prisonniers. Il y a déjà eu un précédent, 4 ans plus tôt, lors d'une affaire d'enlèvement d'un magistrat. Les autorités italiennes, elles, privilégient officiellement l'enquête et continuent de déployer dans toute l'Italie des moyens policiers considérables. Il fallait qu'Aldo Moro reste en vie le plus longtemps possible pour développer une stratégie qui me permettrait de maintenir la stabilité politique de l'Italie. Que Cossiga puisse reprendre en main ses services secrets, qu'il ait le temps de réorganiser le pays sur le plan politique, économique et militaire. Parallèlement, il fallait empêcher les communistes d'arriver au pouvoir et les éléments fascistes de profiter de cette situation pour renverser l'État. Enfin, il fallait aussi empêcher la famille d'intervenir pour faire libérer Aldo Moro. Mais en le maintenant en vie, je devais prendre une autre décision. Pour moi, la décision finale, la suite logique de ma stratégie était peut-être que le prix à payer pour maintenir la stabilité de l'Italie serait de sacrifier Aldo Moro. À quoi jouent les hommes forts du pays? Cherchent-ils vraiment des solutions? En apparence, tout est mis en œuvre pour sauver Moro. Mais pourquoi Steve Pieczenik, leur conseiller américain, parle-t-il de devoir peut-être sacrifier l'otage? Moro éprouvait tellement de rancune à l'égard de ses amis du parti qu'une fois dehors, il aurait certainement causé beaucoup plus de dommages que tout ce que nous aurions pu faire. Più forte di quello che avremmo potuto fare addirittura noi per certi versi. Et nous lisions ces lettres. Elles nous touchaient et nous faisaient mal parce qu'elles montraient tout le cynisme de la politique. Il enrageait. Il ne comprenait pas que les siens n'entendent pas ses conseils, qui étaient comme un ordre du jour politique. Il avait demandé la réunion du Conseil national et rien de ce qu'il a formulé n'a été pris en compte ou mis en pratique. C'était un homme isolé, abandonné par tous. Le gouvernement exige une libération sans condition de l'otage. Aldo Moro écrit alors directement au pape Paul VI. Ce dernier lance un appel solennel aux ravisseurs. Une déclaration qui laisse pourtant Moro amer. Il écrit même dans une de ses lettres « Le pape a fait bien peu.
peut-être en aura-t-il quelques scrupules. Rapito, noi rivolgiamo tuttavia agli ignoti autori del terrificante disegno un appello vivo e pressante per scongiurarli di dare libertà al prigioniero. Il y avait une phrase dans le message du pape qui demandait de libérer Moro sans condition. J'ai tout de suite compris que ce mot en trop bloquerait tout et qu'il rendrait inefficace cet appel. Nous avons cherché d'autres soutiens, notamment de la part de la Yougoslavie qui était communiste. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nous avons fait aussi appel à l'OLP. Je connaissais personnellement Arafat. L'OLP avait armé les Brigades Rouges à une période. Pourtant, les Palestiniens étaient prêts à aider Moro, car ils les avaient soutenus, ainsi que les pays arabes. Appel d'Arafat en faveur de la libération de Moro et mobilisation des Nations Unies. Son secrétaire général, Kurt Waldheim, invite à son tour les terroristes à relâcher Moro. Les déclarations de personnalités internationales n'ont aucun effet. Le 15 avril, 4 semaines après son enlèvement, dans leur communiqué numéro 6, les Brigades Rouges annoncent que le procès Moro est terminé. Leur verdict, Moro est déclaré coupable et condamné à mort. Aldo Moro sent-il sa fin proche? Pendant toute la durée de sa captivité, il écrit plusieurs dizaines de testaments. Il écrit aussi beaucoup à ses enfants. À l'heure actuelle, il est probable que nous sommes éloignés, ou bien proches d'une autre manière. Certes, crois-moi, je suis plus proche de toi que jamais. Je te serre très fort contre moi. Je désire pour toi paix et félicité. Il est inutile de recommander à ton attention la famille, ta mère, Lucas, que j'aime tant. C'est toi qui lui donneras l'amour et le soutien que je ne pourrai lui donner. C'est là ma peine la plus aiguë, l'angoisse mortelle qui m'étreint. Tant que cela sera nécessaire, remplace-moi. Je t'embrasse très très fort et te bénis en formant des vœux pour toi plein d'espoir. Papa. Il a cherché à organiser son propre sauvetage. Il a joué la dernière partie politique. Il a évalué les forces sur le terrain. Il a compris que tout dépendait de son parti et de ses hommes. Et c'est à eux qu'il s'adresse quand il dit « Mon sang retombera sur vous ». Car il sait que seule la démocratie chrétienne pourrait rompre le front de la fermeté pour le sauver. C'est son seul espoir. Et à ce moment-là, quand il fait cette opération politique, il sait qu'il reste peu d'espoir. Mais il combat. Il se bat pour vivre. En 1978, pendant son enlèvement, Moro révèle un secret. Il écrit alors dans une lettre « La question à laquelle je réponds ». Celui qui l'interroge, lui, est au courant. Mais il veut en savoir plus sur l'organisation secrète de Gladio. Cette phrase est très importante, car elle répond à une question. Moro parle à ses geôliers de la structure de la guérilla, de l'anti-guérilla de l'OTAN, ce qui, pour l'Italie à l'époque, est un grand secret d'État. On peut faire un tas d'hypothèses, mais du point de vue militaire concret, c'est un grand secret d'État.
Pour moi, l'élément clé était de savoir quand je devrais arrêter les négociations. Ce moment est arrivé à la fin de sa 4e semaine de détention, lorsque les lettres d'Aldo Moro ont commencé à être désespérées. Il était sur le point de révéler des secrets d'État. Je me suis tourné vers Cossiga, cela devenait inquiétant. Je lui ai dit, nous sommes à un tournant, il nous faut décider s'il peut vivre ou s'il doit mourir. Le communiqué numéro 7 des Brigades Rouges annonce l'exécution du détenu et précise que le corps du président de la démocratie chrétienne a été jeté dans un lac à quelques kilomètres de Rome. Mais le lac, situé à 1800 mètres d'altitude, est encore pris dans la glace. Plusieurs dizaines de policiers et de plongeurs passent une journée entière à sonder le lac de la Duquesa et ses environs. Le 20 avril, les Brigades Rouges délivrent l'authentique communiqué numéro 7. Démenti formel de la mort d'Aldo Moro. Pour preuve, le communiqué est accompagné de la seconde photo, la dernière d'Aldo Moro. Ce faux communiqué de l'annonce de l'exécution de Moro, nous l'avons interprété comme une preuve de ce qui aurait pu se passer de manière générale dans le pays si Moro avait effectivement été tué à ce moment-là. Nous avons alors cru comprendre que l'État n'avait aucune envie d'œuvrer à sa libération en ouvrant une négociation. Pire, cela ne faisait que confirmer l'inéluctabilité de son assassinat. Nous avons eu des discussions avec Cossiga et des éléments des services secrets en qui nous avions confiance, et parmi eux un homme aujourd'hui décédé qui s'appelait Ferracuti. Il fallait préparer l'opinion publique italienne et les Européens au décès éventuel d'Aldo Moro. Ça a été mis en place par ce qu'on appelle une opération psychologique. Mais laissez-moi vous raconter la plus grande ironie de toute cette histoire. Les Brigades Rouges étaient brillants sur le plan tactique, mais sur le plan stratégique, ils ont commis une grosse erreur avec moi. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un autre terroriste les utilise et les manipule afin de les faire tomber dans un piège. Ils auraient pu facilement en sortir, mais ils étaient coincés. Ils n'avaient plus d'autre issue que de tuer Aldo Moro. Tuer une personne qui est un rouage essentiel de l'État, à notre époque, dans notre logique, cela avait un sens. Mais tuer un homme qui a été dépouillé de tous ses pouvoirs et désavoué par ses propres collègues et amis de son parti, quelqu'un qui n'a plus aucun pouvoir contractuel, qui a été abandonné et dont l'existence même a été niée, cela n'équivaut plus à tuer le président de la démocratie chrétienne, mais à tuer une personne sans défense. Un seul parti politique tente de négocier afin qu'Aldo Moro sorte vivant de sa prison. Le Parti socialiste de Bettino Craxi essaie de rompre le front du refus et surtout de l'hypocrisie générale. Les socialistes multiplient les rencontres avec la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Le gouvernement italien n'a strictement rien fait. Personne n'a rien fait. Tous les matins, pendant ces 55 journées, tous les jours, les politiques faisaient de grandes déclarations enflammées sur la nécessité de défendre l'État. Il fallait sauver la République, mais personne ne s'est même posé la question de savoir s'il y avait malgré tout la possibilité de tenter une initiative. Nous avons alors décidé de prendre notre initiative. La proposition s'est intitulée « Initiative humanitaire ». L'idée était de libérer unilatéralement un brigadiste qui se trouvait en détention, mais qui n'avait pas commis de crime. Il répondait donc aux critères d'une grâce présidentielle pouvant lui être accordée. Les premiers contacts passent par la faculté de lettres de Rome, un lieu qui brasse des sympathisants des Brigades Rouges et des dizaines d'autres mouvements d'extrême gauche italiens.
Je connaissais 3 ou 4 militants des Brigades Rouges qui étaient d'anciens militants au sein de mon organisation au début des années 70. Je les ai donc contactés pour leur dire qu'il y avait un parti politique prêt à tenter une négociation en vue de trouver une issue positive à cet enlèvement de Moro. J'ai donc rencontré leurs dirigeants, Valerio Morucci et Adriana Faranda. Formellement, les Brigades Rouges voulaient la libération de leurs dirigeants emprisonnés. Craxi n'avait pas l'intention ni le pouvoir de le faire, mais au moins il avait compris que ce que réclamaient les Brigades Rouges était avant tout d'obtenir une forme de reconnaissance politique. Ce geste leur aurait suffi. Mais pour d'obscures raisons, cette reconnaissance que la démocratie chrétienne était en apparence prête à concéder ne leur a pas été accordée. Ils auraient dû relâcher Aldo Moro. L'ironie, c'est qu'en le libérant, ils auraient été les vainqueurs. Moro serait toujours en vie, Cossiga aurait gardé le pouvoir, Andreotti aurait été neutralisé, les communistes auraient pu conclure un accord de gouvernement avec la démocratie chrétienne. Tout le monde aurait été content, sauf que les brigadistes n'y ont pas pensé. J'avais identifié cette faiblesse assez tôt. Comme ils étaient disposés à négocier, ils tombaient donc de fait dans un scénario classique. Des terroristes qui traitent avec un négociateur. Au lieu d'essayer de me manipuler, c'était le cas d'école. Soit vous répondez à nos exigences, soit on le tue. Ma stratégie était non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je décide que vous le tuez et à vos dépens. Ils ont ainsi créé leur propre destruction. Je les ai amenés à leur propre destruction. Face au communiqué verbeux des Brigades Rouges et à l'inflexibilité de ses amis politiques, Moro se bat. Il reste digne, utilise une langue de lettré dans ses nombreux courriers. Il maintient sa foi en un certain type de politique, prône le compromis et les discussions. Ses dernières lettres sont adressées à son épouse Éléonore. C'est l'homme qui se retrouve face à la mort. Il avait été décidé qu'il devait l'assassiner. Alors Aldo Moro écrit « Je voudrais comprendre avec mes petits yeux de mortel ce que l'on voit après la mort. S'il y a de la lumière, alors ce sera magnifique. » C'est son dernier espoir avant de mourir. Les lettres adressées à sa famille étaient terribles. Selon moi, elles mettaient vraiment à dure épreuve la détermination de Moretti et celle des autres, qui étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ces lettres étaient tellement touchantes et fortes. Piégés, les brigadistes deviennent prisonniers du doute. Ils prennent l'initiative d'un geste stupéfiant pour tenter de faire libérer Moro. Mario Moretti, le chef des brigadistes, appelle Madame Moro pour lui demander de bousculer la démocratie chrétienne. Finora avete fatto tutte cose che non servono assolutamente niente. Nelle prossime ore non potremo fare altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Giaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. No, noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. Ma guardi, il problema perché ci vengono proprio prigionieri. No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la democrazia cristiana. Abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Cossiga était un homme qui avait bien compris les enjeux. Je n'avais pas de lien direct avec Andreotti, mais j'imagine que Cossiga le tenait informé. La décision de faire tuer Moro n'a pas été une décision prise à la légère. Nous avons eu de nombreuses discussions. Je n'aime pas sacrifier des vies, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais Cossiga a maintenu le cap de cette stratégie et nous avons pris une décision extrêmement difficile, surtout pour lui. Mais la décision finale était celle de Cossiga et je présume celle d'Andreotti. Nous avons la preuve mathématique irréfutable que les Brigades Rouges n'avaient absolument pas décidé de tuer Moro.
Ils voulaient seulement obtenir quelques petites concessions de la part de l'État, mais il est complètement faux de dire que les Brigades Rouges avaient déjà décidé de tuer Moro. C'est seulement un prétexte utilisé par ceux qui voulaient réellement la mort de Moro pour se laver de tout soupçon. Telle est la vérité. Il avait déjà compris que la partie était finie. Il s'est résigné à sa fin proche. Il espérait encore l'impossible, notamment la pitié de ses ravisseurs. Il n'y en a pas eu. Mario Moretti est le chef des Brigades Rouges de Rome. Ce partisan de la lutte armée et des assassinats ciblés tombe dans le piège tendu par le conseiller américain. Moretti était le plus brillant des membres des Brigades Rouges, mais il était aussi l'otage des autres. Contre son intelligence, il a dû adopter la décision de la Direction nationale des Brigades Rouges. Ce ne fut pas une décision facile. Quand il a demandé « Qui s'en charge ?», nous étions 6, assis autour d'une table, et personne n'a levé la main en disant « Je m'en occupe ». Avec Adriana, on ne voulait pas que Moro soit exécuté, mais même les plus jusqu'au-boutistes autour de la table n'ont pas levé la main. Donc Moretti a pris la parole et a dit « Je le fais ». Pronto? È il professor Franco Dritta? E chi parla? Brigate Rosse. Va bene. Ha capito? Sì. Ecco, non posso stare molto al telefono. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. N5. Devo telefonare io alla famiglia? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. Mi dispiace. Lei dovrebbe andare dalla famiglia dell'onorevole Moro perché l'ultima volontà dell'onorevole è questa, cioè di comunicare alla famiglia perché la famiglia doveva riavere il suo corpo. Moretti utilise un pistolet muni d'un silencieux. Aldo Moro est assassiné de plusieurs balles dans le corps, dans le parking de l'immeuble où il était séquestré. Son visage est volontairement épargné. Un destin exceptionnel qui s'achève au cœur de Rome dans le coffre d'une voiture. Ultime bravade ou geste de dépit des terroristes, symbole sordide, le véhicule est garé à mi-chemin entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste. Il cuore straziato. La democrazia cristiana ha appreso l'assassinio del presidente onorevole Aldo Moro. Non credo di poter dire parole adatte in questo momento. Non ce ne sono né le trovo. Non le posso trovare. Penso alla sua famiglia, ai suoi cari, al loro indicibile dolore. Et alors andarono dei collaboratori di papa. Les collaborateurs de papa sont arrivés à la maison, puis nous l'avons vu à la télévision, comme tous les Italiens. Le professeur Trito nous a ensuite rejoints. Il était très marqué par la communication téléphonique qu'il venait d'avoir avec les Brigades Rouges. Puis rien. Ensuite, nous sommes allés le voir. Il avait l'air très serein. Il avait un visage serein, un visage très tranquille. Jusque dans la mort, Moro est trahi par les siens. Ses dernières volontés ne sont même pas respectées. Les conjurés, amis ou ennemis politiques, se retrouvent à Rome pour des funérailles d'État qu'il avait refusées dans son testament. L'enlèvement d'Aldo Moro a vraiment été l'un des moments les plus importants du XXe siècle, dans lequel la déstabilisation d'un État et de l'Europe n'ont jamais été aussi réelles. Après cet événement, toutes sortes d'hypothèses ont été émises. J'ai gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. J'ai attendu 30 ans pour révéler cette histoire. Je regrette la mort d'Aldo Moro, je demande pardon à sa famille. Je suis désolé pour lui, on se serait bien entendu, mais nous avons dû instrumentaliser les Brigades Rouges pour le faire tuer. Il fallait éviter de négocier. Cela aurait été trop dommageable pour l'État, même si le prix à payer était le sacrifice de Moro. Pendant plus d'1 an, je me suis réveillé en pensant que j'avais tué Moro.
Non que j'ai eu une forme de remords moral, car j'étais sûr d'avoir fait le bien. Mais j'ai éprouvé une forme de remords plus subtil. Vous savez, lorsqu'on est chrétien et catholique comme moi, le remords moral peut disparaître en demandant pardon à Dieu. Toute société naît d'un délit fondateur qui, d'habitude, prend la forme d'un sacrifice, c'est-à-dire d'un acte de violence collectif dirigé vers une victime, et à travers le sacrifice de la victime, la société peut retrouver une forme de paix sociale et d'ordre. C'était donc bien qu'un homme seul comme Moreau meure assassiné pour le bien de tous, pour le bien de ceux qui, alors, étaient au pouvoir et qui voulaient continuer à diriger les affaires du pays. Dans ce sens, l'assassinat de Moreau est bel et bien un sacrifice. Avec l'assassinat d'Aldo Moro, les Brigades Rouges perdent toute crédibilité et légitimité. 3 ans après ce crime, la totalité de la colonne romaine est arrêtée. Un crime qui signe le début de la fin de l'organisation terroriste. Adriana Faranda et Valerio Morucci sont condamnés à la perpétuité. Récemment sortis de prison, ils s'interrogent encore sur les circonstances qui ont conduit à l'assassinat de leur otage. Avant les révélations de Steve Piegzenik, la vérité officielle sur la mort d'Aldo Moro n'a jamais satisfait personne. Ni la famille, ni les amis, ni les historiens. 5 procès et une commission d'enquête parlementaire n'ont pas réussi à éclaircir les zones d'ombre. L'assassinat d'Aldo Moro est pourtant aussi un crime d'État. Un État qui a sciemment laissé faire. Moro aurait pu être sauvé. Terroristes et politiciens, tous sont devenus ses bourreaux. Tous ont revisité à leur façon les leçons de Machiavel. Quant à la victime de cette commedia della morte, elle repose en paix dans le caveau familial qu'il avait acheté quelques semaines avant son enlèvement, dans le petit village de Torita, à quelques kilomètres au nord de Rome.